pour les gens qui sont restés jusqu'à maintenant, on va essayer d'aborder les hypertriglycéridémies sur un plan pratique. D'accord, on a vu ce matin les nouveautés, les recommandations, la génétique, tout ça pour une dyslipidémie. Mais ça, je pense toujours en pratique, on se pose la question quand on est devant notre patient, on a cette dyslipidémie mixte ou bien cette hyper-TG. On sait qu'est-ce qu'il faut faire en matière de LDL cholestérol, mais on se bloque quand on a cette hyper-TG. On nous dit n'associe pas de fibrate et de statine. Il y a le risque résiduel. Quel est le risque si ce n'est pas le risque cardiovasculaire? Donc tout ça, on va essayer de le voir de façon pratique. Pour cela, on va opposer, bon, je vais passer de l'introduction, l'hypertriglycéridémie, elle est fréquente, elle est d'ordre génétique avec des facteurs de risque, avec des facteurs secondaires aggravants, et le plus souvent, elle est de découverte fortuite. Et la question qui reste, est-ce qu'on doit traiter ou non, et quand? Donc, j'ai essayé de poser deux cas cliniques pour essayer de répondre à cette question. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a le cas clinique numéro 1. C'est un homme de 43 ans, diabétique depuis 3 ans. Il est sous metformine. Il s'est présenté à la consultation pour un contrôle régulier, bien qu'il ne soit pas un patient assidu à ces consultations. Il ne présente aucun problème aigu. Il a un IMC à 26, tour de taille 98, tension artérielle 7. Il n'y a pas d'antécédent d'utilisme ni de tabagisme et il n'est pas hypertendu. Il ramène avec lui un bilan lipidique, cholestérol total 3,58, triglycérides 27,63 g par litre, HbA1c à 7,7, glycémie de l'ordre de 2,32, DLG 87, ACR 11, pendant il n'y a pas de RD. D'accord? Le risque cardiovasculaire évalué est à 18,5. De l'autre côté, vous avez le patient âgé de 42 ans, donc c'est le même sexe, presque le même âge, diabète de type 2 de découverte récente, il est aussi sous metformine et règles hygiéno-diététiques. Son IMC est à 33, tour de taille 108, tension artérielle 132,78, pas d'hypertension, pas d'éthylisme et les tabagiques. Son bilan, il a un HbA1c à 7,7, vous pouvez le remarquer, c'est presque le même taux. Glycémie à 1,42, triglycérides 3,5, cholestérol total 2,32, HDL 0,38, LDL 1,20. Urée créale DFG, vous le voyez, ACR à 7, pas de rétinopathie diabétique. Le risque estimé, il est à 19, des risques, quand je parle de risque, c'est le risque cardiovasculaire, il est à 19,7% pour ce patient. Donc, qu'est-ce que vous pouvez, comment, déjà avant de se lancer, comment vous allez commenter ces deux cas? Il y a beaucoup de ressemblances, mais il y a beaucoup de différences. Est-ce qu'on aura la même prise en charge pour ces deux patients? Oui. Pour le deuxième cas? Pour le deuxième cas? Très bien. Très bien. Donc, on est devant deux patients qui ont presque le même degré de risque cardiovasculaire, mais sur le plan bilan lipidique, un présente une hypertriglycéridémie sévère. On va le détailler. Donc, il présente une hypertriglycéridémie majeure ou sévère, alors que l'autre, il présente une dyslipidémie mixte, d'accord, modérée. On va commencer par le premier cas pour voir comment on fait la démarche rapidement diagnostique et analyse thérapeutique, et ensuite on va voir le deuxième. Donc pour le premier cas, on a déjà interprété. Donc un petit rappel, le bilan lipidique il doit se faire à jeun, mais c'est pas faux si le bilan lipidique n'a pas été à jeun. Il suffit de le refaire quand il y a une anomalie, d'accord? Parce que parfois le bilan fait systématiquement, le patient il est dérangé quand il fait un bilan systématique, pas pour une raison bien déterminée,
Il ne veut pas faire le bilan à Jean, quel que soit le bilan. Il y a l'aspect du sérum à regarder quand on a une épidémie. Et ça serait mieux aussi de compléter par une épreuve de décantation qui consiste à donc conserver le sérum pendant 24 heures au frais et voir son aspect. Ensuite, il y a donc le cholestérol, le HDL cholestérol mesuré, les triglycérides. Le LDL cholestérol, il est calculé le plus souvent, sauf au cas où les triglycérides sont supérieurs à 4 grammes. Donc, je raconte rien, donc c'est connu. Parfois, certains paramètres sont nécessaires, comme le ApoB, qui ne sont pas de dosage courant dans notre territoire. On a le non-HDL cholestérol qui peut refléter aussi le profil des ApoB. Voilà. Maintenant, pour interpréter les triglycérides, j'ai ramené les différentes recommandations des sociétés savantes, mais c'est vrai, il y a des différences entre eux, mais les différences sont mineures, donc c'est pas très très grave si on a une différence. Il faut savoir que lorsqu'on est à plus de 1,50, on commence à avoir des triglycérides élevés, et lorsqu'on dépasse les 8,85 grammes par litre, qui correspond à 10 millimoles par litre pour l'unité en millimol, là, on bascule dans l'hypertriglycéridémie sévère. D'accord? Donc c'est pour ça, dans le cadre nosologique de notre premier patient, on est dans l'hypertriglycéridémie sévère. D'accord? Donc on ne peut pas calculer le LDL cholestérol, vous êtes d'accord? C'est un LDL cholestérol qui doit être mesuré. Donc, quels sont les éléments de l'interrogatoire et de l'examen clinique à rechercher pour aider au diagnostic étiologique d'une hyper-TG? J'ai entendu tout à l'heure dans la salle, on parle de fond familial. Mais c'est vrai, les hypertriglycéridémies majeures sont dans la majorité des cas des formes génétiques, des formes primitives, d'accord? Mais il faut toujours éliminer les causes secondaires qui peuvent être soit elles vont amplifier le trait génétique qui est déjà préexistant, ou bien être cause secondaire à part entière. Donc, quels sont les éléments qu'on recherche, si vous avez une idée? Si on suspecte quelque chose de majeur et de familial, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche des pathèques pareilles dans la famille. L'histoire familiale, est-ce qu'il y a eu des hyper-TG connus dans la famille ou là des pancréatites dans la famille? Ou bien personnel, est-ce qu'on a une histoire personnelle déjà d'épisodes de pancréatite ou bien d'hyper-TG? Aussi, on recherche le risque cardiovasculaire familial aussi et personnel. Voilà. Et bien sûr, on recherche les prises médicamenteuses et la présence de pathologies qui peut être cause de la dyslipidémie. Donc les médicaments qui sont incriminés dans l'augmentation des triglycérides, ce sont surtout les corticoïdes et les œstrogènes. D'accord? Donc il faut au moins rechercher ces éléments, bien que la liste elle est plus longue. Donc il y a d'autres molécules qui sont aussi pourvoyeuses d'hypertriglycéridémie. Les causes secondaires, il y a l'obésité, le syndrome métabolique, l'alimentation dense en calories et riche en sucre, les diabétiques, les sujets consommateurs d'alcool, la maladie rénale chronique, la situation de grossesse, certaines maladies inflammatoires comme le lupus érythématodysmique et certaines maladies systémiques comme les paraprotéinies, les myélomes, donc des maladies hématologiques. Donc, il est impératif devant une hypertriglycéridémie majeure de faire l'enquête familiale pour rechercher des cas similaires dans la famille. Ça, c'était sur le plan interrogatoire ce qu'on recherche. Il y a aussi quelques signes cliniques qui peuvent apparaître, surtout quand on a des épisodes aigus, bien une aggravation d'une dyslipidémie. Les principaux signes cliniques associés à des hypertriglycéridémies pures sévères sont la xanthomatose érectile sur la photo en G et on peut en fond d'œil observer la lipémie rétinienne, c'est-à-dire les vaisseaux qui apparaissent blancs au fond d'œil.
On peut avoir une hépatosplénomégalie à Bormus et on peut avoir des douleurs abdominales épigastriques, même en l'absence de pancréatite, mais qui peuvent aussi se voir en cas de tableau de pancréatite. Les principaux signes cliniques qu'on peut voir dans les hypertriglycéridémies associées à l'hypercholestérolémie, donc les formes mixtes, parce que l'hypertriglycéridémie peut être marquée, mais entrer dans le cadre d'une forme de dyslipidémie mixte. Donc on a l'exemple tubéreux et l'exemple palmaire qui sont caractéristiques de la dysbêta-lipoprotéinémie. C'est l'hyperlipidémie de type 3, il y a une version lipidaire. Voilà. Donc, quand je prends mon patient là, mon premier patient, je suis dans le sens d'une hypertriglycéridémie majeure. Je discute d'abord les causes secondaires, bien sûr, mais je vous ai dit, parfois les causes secondaires vont accentuer un terrain de causes génétiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parmi les causes génétiques de l'hypertriglycéridémie, le plus souvent, c'est des formes à trait polygéniques. C'est pas comme on imagine, c'est la forme monogénique qui est fréquente. Non, c'est pas parce que j'ai l'hyperTG majeure, c'est que je suis devant un tableau de formes monogéniques. Non, les formes monogéniques sont rares. Elles sont essentiellement représentées par le syndrome de l'hyperchylomicronémie familiale et on va voir la fréquence aller à moins de 1%. Ensuite, l'hyperchylomicronémie familiale multifactorielle qui a un trait polygénique qui est sensible aussi et aggravé par les facteurs endogènes secondaires. Donc, elles sont quand même assez rares. Il y a des formes qui peuvent, dans les hypertriglycéridémies, qui ont un caractère génétique aussi, et qui sont plus fréquentes, comme l'augmentation, par exemple, comme on a l'hypertriglycéridémie endogène familiale, lors de l'ancienne classification, la classe 4, où il y a augmentation du VLDL, elle est plus fréquente, et là aussi, c'est une anomalie qui est en général polygénique et qui est sensible aux facteurs comme le régime, l'alcool et l'obésité. On a aussi, donc si c'est pas, donc j'ai cité 3 exemples d'hypertriglycéridémie pure, mais je peux voir aussi ce profil dans une dyslipidémie mixte, comme dans l'hyperlipidémie combinée de type 2B. Là aussi, c'est une anomalie polygénique hétérogène. Elle représente en matière de fréquence 47%. D'accord? Donc il ne faut pas les oublier parmi les étiologies. Et parmi les plus rares, l'exemple que je viens de décrire, c'est les dysbêta lipoprotéinémies de type 3. Elles sont vraiment rares aussi dans la population. Donc, devant ce tableau, normalement, si je complète mes données sur la clinique, sur l'histoire familiale, sur l'histoire, le passé, l'âge de découverte, je pourrais voir si je suis dans l'obligation de rechercher le syndrome d'hypercholestérolémie familiale qui est monogénique et dont la génétique elle est bien positive. En dehors de cette situation, je n'ai pas besoin de faire des tests génétiques. Il y a aussi donc les causes secondaires que je dois rechercher systématiquement, et il y a aussi une autre cause qui n'est pas très fréquente, c'est le régime auto-immune. C'est lorsqu'on a des auto-anticorps anti-GPI HTP1 qui sont des régulateurs de la lipoprotéine lipase et qui peut, lorsque le titre est très important, peuvent se manifester d'une hyper-TG sévère. Voilà. Donc il y a pour ce patient, par exemple, je reprends. Donc, il n'a pas d'antécédents familiaux en dehors du diabète, il n'a pas d'antécédents ni d'hypercholestérolémie familiale, ni prophylaxétique, il n'a pas présenté une maladie cardiovasculaire précoce, il ne prend pas de traitement particulier, donc je n'ai pas trouvé de cause secondaire, et il ne rapporte pas de douleur, les dyspnées, les nausées, les vomissements, et il n'a pas de signes cliniques comme l'exanthérasma, l'exanthome, ni une sensibilité abdominale. Et quand on a recontrôlé les bilans lipidiques, il y a toujours cette hyperthyroïdie majeure. Le cholestérol compilé mesuré est de 3,55, donc c'est surtout les triglycérides qui sont élevés. Le LDL 2,07, le LDL ici il est mesuré aussi,
le HDL 0,15 et la TSH allait à 3,45. Vous savez, devant tout bilan lipidique, il faut rechercher une distribution. Donc, y a-t-il une indication de test génétique chez ce patient? Là, comme on a vu, donc la majorité des causes les plus fréquentes à cet ordre polygénique, donc c'est pas systématique de demander le test génétique si on n'a pas les moyens, mais si on a les moyens, c'est une indication pour classer que ce n'est pas le syndrome de chylomicronémie familiale. D'accord? Nous, on peut s'aider de l'épreuve de décantation dont je vous ai parlé tout à l'heure pour savoir, parce qu'on a surtout des chylomicrons, si on a le surnageant qui est en haut, sur le reste c'est clair, donc ça fait une hypertégée type 1, ou bien quand on a un surnageant mais le reste il est opalisson ou rétrécissant, là on ne peut pas trancher est-ce qu'on est dans la forme 5, parce que même le phénotype entre ces différentes anomalies génétiques peut se rapprocher. D'accord? Donc, ce n'est pas vraiment une corrélation phénotype-génotype à 100%. Donc, on peut, voilà, donc je dis que ce n'est pas le même phénotype. On peut doser, faire un dosage quand on a les moyens, bien sûr, hein, je parle de ce qui doit se faire. Donc, les seuls hypertriglycérides à caractère monogénique sont le syndrome du chylomicronémie familiale, donc ça justifie la réalisation de tests génétiques ApoA5, ApoC2, ApoE, LPR, LMF1 et GPHD1. Ce sont les anomalies monogéniques qui sont à l'occasion de ces syndromes. Et pour éliminer le syndrome auto-immun, on peut doser les anticorps anti-GPHD1. Mais à défaut, il y a certaines études qui ont établi des scores pour voir est-ce qu'on est dans le syndrome de chylomicronémie familiale ou bien on est plutôt dans la forme multifactorielle ou bien les autres causes hypertégées. Donc, ça tient compte de beaucoup de paramètres comme les taux donc les taux s'ils sont élevés à jeun à plusieurs reprises, donc ça c'est côté plus de 5. Si on a des causes, si on n'a aucune cause secondaire, c'est côté à plus 2. Une histoire de pancréatite, c'est côté à plus 1. Donc, l'âge, etc. Donc, on peut, puisque le patient il n'a pas d'antécédent, il n'a pas de pancréatite, donc le score il est moins de 10. Donc, c'est une cause peu probable d'hyperchylomicronémie familiale de l'enfance qui apparaît en général dans l'enfance. Voilà. Maintenant, avant d'arriver au traitement, quel est le pronostic de l'hypertégée majeure? On a dit tout à l'heure, c'est le risque de pancréatite. Donc, la phase aiguë de la prise en charge, c'est d'éviter la survenue du pancréatite aigu. Donc, ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est le risque cardiovasculaire. Il est bien établi que les hypertégés sont associés à un risque cardiovasculaire élevé. Pour les pancréatites, donc le mécanisme n'est pas très bien connu, mais on suspecte qu'il y a une inflammation, il y a une activation de la lipase qui va entraîner ensuite la lipase pancréatique, qui va entraîner ensuite la libération des acides gras libres. Ces acides gras libres vont d'une part engendrer des réactions inflammatoires des situs et activer les enzymes pancréatiques qui peuvent entraîner l'autodigestion du pancréas. Diabète de type 1 chez l'adulte. Chez l'enfant, non, l'hyperchylomicronémie, je parle du syndrome génétique. Maintenant, les chylomicrons, on peut les voir dans n'importe quel tableau où l'hypertégée elle est très élevée. Voilà, d'accord. N'importe quel hypertégé qui est poussé, on trouvera des hyperchylomicrons. D'accord? Même si on est à la phase aiguë d'une cétose, par exemple. D'accord? Voilà, et on a dit qu'il y a le risque cardiovasculaire. Donc, pour mon patient, il y a une prise en charge aiguë. Ensuite, il y a une prise en charge chronique. D'accord? Quelle sera donc la prise en charge aiguë? Est-ce que vous en pensez? Éliminer?
Et non, mais il n'y a pas de signe d'appel du pancréatite. On veut prévenir la pancréatite. On veut, bien sûr, on doit faire la lymphasémie, la mylasémie complétée par scanner, oui. Mais nous, on veut prévenir, c'est-à-dire on a des triglycérides qui grimpent à 30. Le risque, plus dès qu'on est au-delà de 8,85, voire 10 grammes par litre, on est à un risque élevé et c'est corrélé ensuite avec l'élévation et le taux des triglycérides. Donc le risque augmente avec le temps. Avec le taux, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Une des solutions, c'est la plasmaphéreuse. Oui, c'est un moyen qui permet une épuration rapide du triglycéride. Oui. Bon, en vérité, il n'y a pas de protocole, c'est-à-dire standard pour dire, il y a des moyens qui sont utilisés pour baisser les triglycérides en cas d'hypertriglycéridémie majeure. On a l'insulinothérapie. Surtout chez les diabétiques, bien qu'on peut l'utiliser sous surveillance chez les non-diabétiques. Et on a même qui utilise l'héparinothérapie. Et bien sûr, le très mauvais, c'est la diète. D'accord Quand on a un risque, bien, on est dans la pancréatite, il faut un arrêt des apports par voie orale, c'est clair, l'hydratation parenterale. Mais si on n'est pas dans ce cas, c'est la diète où il y a une réduction de façon très très importante de l'apport en lipides. D'accord Donc, la meilleure façon de gérer une hypertriglycérémie sévère est d'adopter un régime restrictif pauvre en graisse contenant moins de 20 grammes, voire moins de matière grasse. D'accord Mais, je vous ai dit, il y a toujours d'autres moyens comme l'insulinothérapie, plus ou moins l'héparinothérapie, la plasmaphéreuse, qui peuvent aussi apporter une réduction rapide du taux de triglycérides. On va voir l'exemple de ce patient. Ensuite, on passe à la prise en charge chronique. Donc, à la phase début, donc réduire, il y a ceux qui disent à moins de 20, il y a ceux qui disent à moins de 16 grammes, 15 grammes par jour de gras. Ou bien, donc il faut supprimer au maximum l'apport lipidique. Ensuite, en général, ça nécessite bien sûr la présence d'une diététicienne spécialisée pour bien éviter une prise cachée de matière grasse. Ensuite, il y a l'insuline. L'insuline a un rôle d'activation de la lipoprotéine lipase, donc elle aura un effet hypotriglycéridémique. L'idéal, si on peut, c'est la voie intraveineuse. Donc, selon les études et les cas qui ont été rapportés, on utilise 0,07 unités par kilo par heure et on peut arriver jusqu'au 12, jusqu'à 0 unité kilo par heure. Donc, ça permet de diminuer les triglycérides en dessous de 10 grammes par litre en 2 jours et en dessous de 5 grammes par litre en environ 3 jours. Donc, ça permet de retourner à des triglycérides où le risque de pancréatite est beaucoup plus faible. L'héparine, elle est connue par l'action libératrice de la lipoprotéine lipase et de la lipase hépatique à partir de la parole de Kélias. Donc, elle peut être utilisée aussi. La lipoprotéine lipase, elle permet la dégradation des triglycérides. D'accord? C'est elle qui permet la dégradation des triglycérides. Donc, ou bien la plasmaphéreuse, c'est le moyen qui permet quand même de réduire très rapidement les triglycérides. D'accord? Donc, pour le patient, une diète stricte avec suppression des apports en lipides pendant 1 jour, les perfusions d'insuline, ensuite la nécessité d'une dose plus importante d'insuline pour avoir une réponse en matière de triglycérides. Ensuite, on est passé à la voie sous-cutanée. Le taux de triglycérides a atteint 6 grammes au bout de 11 jours d'hospitalisation. À la fin, le patient il a été mis sous fibrate et statine sous surveillance étroite du bilan hépatique et des CT. Donc, G11, il avait un triglycéride de l'ordre de 6 et le cholestérol de l'ordre de 2,50. D'accord? Voilà. Maintenant, la prise en charge de la phase chronique.
quand on a des sujets qui ont tendance à faire des hypertriglycéridémies majeures. D'accord. Bien sûr, il faut corriger toutes les causes secondaires qui peuvent aggraver le taux de triglycérides, parce qu'on a dit toutes les formes génétiques, bon, la majorité des formes génétiques, elles sont en rapport avec, elles sont d'origine polygénique et elles sont démasquées surtout par des facteurs secondaires. Donc, par exemple, dans les rares cas de l'hypertriglycéridémie avec hyperchylomicronimitype 1 type 5, on recommande le régime hypolipidique, parce que là, les chylomicrons sont plutôt d'ordre exogène. Elles sont apportées par l'alimentation. Voilà. Et compte devant ce régime strict, il y a des substituts à titre de triglycérides à chaîne moyenne qui ont la particularité de passer directement dans le sang et donc n'entraînent pas d'augmentation du taux de triglycérides. C'est des compléments qui ne sont pas disponibles chez nous. Dans l'hypertriglycéridémie familiale de type 4, ou bien pour la majorité des autres, c'est-à-dire hyperchylomicronémie multifactorielle, c'est corriger les facteurs de risque d'aggravation. C'est la perte de poids en cas de surpoids ou d'obésité, donc les régimes hypocaloriques, activité physique, réduire significativement les graisses, les produits sucrés et l'alcool. Il est recommandé de réduire l'apport en graisse saturée à moins de 7% de l'apport calorique total. Et la proportion des glucides doit être inférieure à 55%. Mais là aussi, comme dans le syndrome métabolique, il faut diminuer la consommation des sucres rapides, du fructose, du saccharose et des sucres à index glycémique élevé. Et favoriser l'alimentation riche en fibres alimentaires. Pour les médicaments maintenant, les fibrates sont les médicaments de première intention pour corriger l'hypertriglycéridémie. Ils sont sensibles surtout sur l'hypertriglycéridémie endogène. Par exemple, le syndrome d'hyperchylomicronémie familiale, ils sont résistants aux fibrates. Donc, les fibrates diminuent les triglycérides de 25 à 50%. En règle, ils sont bien tolérés. Très rarement, ils donnent des myosites ou bien des hépatites. Ensuite, il y a les acides gras oméga 3, on a parlé tout à l'heure, et on a vu que, bon, enrichir l'alimentation en oméga 3, c'est toujours bien, mais pour le traitement d'hypertriglycéridémie, on a vu que c'était des doses très élevées qui étaient bénéfiques, aussi bien sur la réduction des triglycérides que sur le risque cardiovasculaire. Bon, pour le risque cardiovasculaire, c'était uniquement pour la classe de l'icosapent-éti qui a été une étude rédioscrite. Je pense qu'elle a été citée ce matin. À la phase aiguë. Non, ils n'ont aucun rôle à la phase aiguë. Parce que c'est en général, on a dit que c'est la phase aiguë et l'hyperglycémie majeure, c'est surtout les chylomicrons qui sont au premier lieu. C'est pour ça que la diète vient au premier lieu. Ensuite, c'est ce qu'on bricole avec l'insuline, c'est pour activer la lipoprotéine lipase. Ensuite, il y a le rôle des fibrates pour la partie endogène. En général, si on traite bien, en général, dans les 5 à 10 jours, on a un retour à des taux de moins de 8,85, qui est le seuil de risque. D'accord. L'acide nicotinique est de moins en moins utilisé. Les statines sont connues, c'est les traitements d'hypercholestérolémie, mais ils ont une action sur la baisse des triglycérides et bien sûr, sans oublier leur intérêt pour la protection du risque cardiovasculaire. On a parlé ce matin des thérapies innovantes. Il y a certaines molécules qui sont maintenant utilisées, comme les oligonucléotides anti-15-1C3, c'est des traitements par des immunoglobulines. Donc, bien qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, certains pays les ont adoptés pour la prise en charge des hyperphagies. Et il y a d'autres thérapies qui sont émergentes. Je ne vais pas en revenir, on a vu ça. Voilà, donc pour le premier malade, vous êtes d'accord, c'est la phase aiguë qui a été au premier plan.
Donc on s'est acharné d'abord pour réduire le taux des triglycérides. Dès qu'on retourne à un taux de triglycérides qui est moins de 5, on peut maintenant rejoindre la prise en charge qu'on va voir avec le patient numéro 2, qui est un patient classique, parce que ce n'est pas du tout la même étiologie, on va interpréter le bilan, donc on va utiliser les mêmes tableaux que tout à l'heure. Il a un triglycéride à 3,5, cholestérol de 32, LDL 1,24, HDL 0,38. Donc si j'utilise encore les définitions de l'hyperTG, il a une hypertriglycéridémie modérée, et si j'utilise le LDL, j'ai besoin d'évaluer le risque. D'accord? Il n'y a pas une autre solution. Le LDL, ce n'est pas un seuil, c'est-à-dire une norme de labo, c'est un seuil défini par un risque. Pardon, le premier cas, dans la facilité, il faut hospitaliser le malade. Bien sûr, je dis à 11 jours d'hospitalisation. Bien sûr, c'est un traitement qui a été fait en milieu hospitalier. D'accord? Donc, pour ce patient, on a vu tout à l'heure que le risque était à 18, donc il est déjà donné le haut risque cardiovasculaire. Voilà. Donc, pour son LDL à 1,24, donc il est élevé. Donc, il a une élévation du LDL cholestérol et des triglycérides. Qu'est-ce que je vais, comment je vais traiter? Voilà, rapidement, d'après vous, quelle est la cause de la dyslipidémie de ce patient? L'autre, on a dit que c'est probablement un terrain polygénique aggravé par des facteurs psychogènes. C'est le syndrome métabolique. Donc ça, c'est le patient qui présente le tableau typique de la dyslipidémie liée au diabète et au syndrome métabolique ou à l'obésité. C'est presque la même pathogénie, c'est l'insulino-résistance. Donc c'est ce qu'on appelle la dyslipidémie mixte hétérogène. D'accord? C'est des anomalies, je ne rentre pas dans les détails, on a vu ce matin, vous avez vu toute cette présentation pour la dyslipidémie du diabétique, c'est l'insulino-résistance qui est au premier plan, et on aura donc diminution du HDL, augmentation des triglycérides et du LDL cholestérol qui sont modifiés en matière, en quantité, parce qu'ils sont enrichis en triglycérides, et elles sont donc petites, denses et facilement oxydées, et donc elles ont un pouvoir hétérogène et inflammatoire très, très important, ce qui augmente le risque cardiovasculaire chez les patients insulino-résistants, diabétiques ou bien avec syndrome métabolique. Donc comment on prend en charge cette dyslipidémie? Là, si vous voulez, notre vision va changer. Parce que là, on va évaluer le risque cardiovasculaire. Et ça rejoint, même notre patient, il va rejoindre cette catégorie une fois la crise, c'est-à-dire la crise aiguë est gérée et le risque de pancréatite est diminué. Donc là, on va revoir les éléments suivants. Pour stratifier le risque cardiovasculaire, il faut établir notre objectif LDL et choisir ensuite notre stratégie d'intervention. Je reprends ce qui a été dit dans les dernières recommandations, où je pense que c'est les plus récentes qui ont été adoptées, parce qu'il y avait des recommandations en 2019, ensuite en 2020, je pense, c'était des trucs rapprochés, mais là, on a si vous voulez, c'est-à-dire un peu codifié le patient diabétique. On a codifié le patient diabétique. Donc, si vous avez, donc le patient diabétique, d'abord, il faut voir la première question, est-ce qu'il n'est pas dans le très haut risque cardiovasculaire? Pour répondre à cette question, je vais voir, donc, est-ce qu'il n'a pas de maladie cardiovasculaire avérée, documentée, ça le classe d'emblée. La deuxième situation, c'est l'atteinte sévère d'organes cibles. On va la voir tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, maladie cardiovasculaire avérée, ou bien atteinte d'organes cibles sévère. Si ce n'est pas les deux critères, donc mon patient, je dois utiliser un score pour évaluer son risque cardiovasculaire. Le score qui est adopté maintenant pour la population européenne, et on l'utilise chez nous, c'est le score de D. D pour diabète. Le score de D, c'est un score qui existe sur les applications de l'ESC, les recommandations européennes, la Société européenne de cardiologie. Il tient compte de l'âge, du sexe, du taux de cholestérol total, du taux du HDL, de l'HbA1c,
l'âge de diagnostic du diabète, La pression artérielle, c'est ce que vous dites. le DFG, le tabagisme et la région, bien sûr, l'Algérie est considérée comme une région à très haut risque. Et en fonction de ce score, si mon score il est supérieur à 20%, donc je suis donc toujours le très haut risque cardiovasculaire. Donc c'est la première question que je vais poser. Parce que je suis dans le très haut risque cardiovasculaire, maladie cardiovasculaire, prévention secondaire, ou là, attaque d'organisme cellulaire, eh bien je suis CCPAC2, je fais mon score et je suis à plus de 20% de risque à 10. Donc là, je suis dans le très haut risque cardiovasculaire. Si ces trois critères ne sont pas respectés, ne sont pas là, je vais voir que mon score, s'il est entre donc 10 et 20, je suis dans le haut risque, comme pour les deux patients qu'on vient de voir, on est presque vers le très haut risque, donc on est dans entre 10 et 20. Si maintenant ce chiffre il est inférieur à 10, je suis dans le risque modéré, et s'il est inférieur à 5, je suis dans le risque faible. Donc en général,